Bonsoir, bonsoir à tous. On va commencer notre soirée. On reçoit ce soir les représentants de l'association Les Transbordés. Ça n'est pas la première fois puisque on les avait déjà reçus pour évoquer le projet de pont transbordeur. Et c'est un projet qui a rencontré de la sympathie et aussi suscité pas mal de débats, y compris au sein du Conseil. Le nombre de contributions autour des franchissements de Loire a été assez conséquent. Je crois que la dernière doit dater d'hier ou d'aujourd'hui. Ça doit être Henri Favre, je crois. Et c'est évidemment un sujet qui intéresse beaucoup. Et on est bien là dans le rôle du Conseil que de faciliter, d'approfondir le débat sur ces questions. Quelle que soit l'appréciation portée par chacun sur le projet de pont transbordeur, le Conseil a en tout cas été une caisse de résonance de cette initiative citoyenne et a contribué, je crois, largement à la faire connaître. Et là aussi, c'est bien le rôle de notre Conseil que de valoriser ce qui naît de la société civile et qui apparaît aujourd'hui comme une nouvelle manière de participer à la vie publique en proposant aux élus et au service des nouveaux modes de co-construction de l'avenir de notre territoire. Nous avons d'ailleurs également auditionné les porteurs du projet de téléphérique. Aujourd'hui, nous allons dépasser la question du pont transbordeur, puisque pour l'association, cet ouvrage est en fait l'introduction à une plus vaste ambition pour l'aménagement d'un espace urbain fondé sur les traditions fluviales et maritimes de la métropole de Nantes. Les Transbordés proposent en effet un projet élargi dénommé Port Jules Verne. Vous avez tous ce petit document en main, fondé sur de nouveaux aménagements et de nouvelles infrastructures, dont l'objet est de construire une offre culturelle et touristique à la mesure de la métropole et de ce que Yves Lenné appelle le génie nantais, mais il va nous en reparler. C'est de ce projet dont nous allons parler ce soir, avec ses différentes déclinaisons autour du bras de la Madeleine. À cette occasion, je voudrais souligner la qualité de la réflexion conduite par des citoyens qui se mobilisent pour leur territoire. Au-delà de l'appréciation qu'on pourra porter sur le projet et qui suscitera, je l'espère, encore de nombreuses contributions, l'importance de ce travail citoyen et bénévole mérite considération. Merci à vous et je vous passe tout de suite le micro. Yves, c'est à toi. Merci. Vous avez le logo de notre association devant vous. Si autour de ce pont transbordeur dont on n'imaginait pas au moment où on a fait ce logo la forme que Paul Poirier pourrait lui donner, et je pense qu'il nous rejoindra d'ici peu de temps. Et on savait qu'il y avait de l'eau dessus, et de l'eau qui apparemment fait quelques vagues. Et nous espérons que les vagues continueront et que la marée continuera d'arriver à Nantes. Et on avance. Et on va essayer de vous emmener faire un petit rêve, mais un autre rêve que le pont transbordeur, mais un rêve n'est pas suffisant. Il faut encore prouver les pertinences, l'utilité, l'intégration à des attentes et surtout des besoins qui ne sont plus, bien évidemment, ceux du XXe siècle et encore moins du XIXe. En effet, en 1903, Arnaudin avait, au moment où il a proposé son port à la ville de Nantes, il avait un port existant, il avait des mâts, il avait des voiliers et des vapeurs, et il était bien sûr impossible d'imaginer un pont fixe. Si l'on voulait acheminer en même temps les travailleurs qui allaient sur les chantiers et laisser passer les navires, ne pas détruire le port existant. Et maintenant, c'est à peu près le contraire qui nous arrive. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle,
Il s'agit de reconstruire une vie maritime à partir de presque rien. Le transbordeur devient l'emblème, mais ce n'est pas lui qui... Il peut donner le départ, mais ce n'est pas lui qui crée le fait maritime à lui tout seul. Il a besoin de bateaux pour passer dessous, si l'on veut véritablement qu'il soit un point de départ. Et point de départ à partir de berges et de plans d'eau presque vides. Oui. Voilà l'espace concerné. Il s'agit de l'ancien port de Nantes, bien sûr, mais on remarquera ce cercle qui est en bas, où il est marqué « évitage navire ». C'est très important, car s'il n'y avait pas ce cercle, aucun navire ne pourrait venir ni à Rochemaurice, ni à Cheviré, ni même à Couéron, ni à d'autres endroits depuis Donge. Et que c'est bien là que les navires, actuellement jusqu'à 225 mètres de long, ont le droit d'éviter, la possibilité d'éviter, éviter en termes maritimes, c'est virer, tourner. Oui, on avance. Donc, c'est une... C'est curieux, les flous, les félines ne marchent pas. Bon, c'est pas grave. C'est supposé être un flou induit. Enfin, bon, cet espace, comme je vous le disais, est à peu près vide actuellement. Il y a un patrimoine ancien ou imaginé qui tourne. Ce pont transbordeur que l'on voit là est pour l'instant imaginé. Les autres éléments du patrimoine sont le Maillé-Brézé que l'on voit ici, le Bélem quand il vient nous voir, et fait partie du patrimoine aussi, même s'il est enserré dans un parc plutôt de loisirs, les deux slipways, les deux cales de lancement qui ont servi à lancer tant de bateaux à Nantes. Et on peut dire aussi, et c'est un souvenir personnel, le hangar à bananes aussi fait partie de ce souvenir, mais tout ça, le hangar à bananes dont on m'a dit quand je suis arrivé au port autonome en 1967 que j'aurais une statue si je faisais revenir les bananes à Nantes. En dehors de quelques petites camerounaises, on n'a pas eu, on a quasiment rien eu, et le hangar avait été créé trop tard, c'est-à-dire trop tôt, puisque la containerisation s'imposait à ce moment-là. On avance. Et donc, tout ça nous mène à des certitudes. On est certain qu'on ne peut pas refaire venir le maritime qu'il y avait. Et que les Liberty Ships, les dockers, tout ça sur le port, cette joyeuse animation d'autrefois, on ne va pas recréer ça. On sait que grâce à l'association Ville-Port, dont le siège est au Havre, qui est mondiale et qui elle coordonne des efforts, enfin elle coordonne plutôt, elle défend l'idée que sans tonnage de marchandises ou avec très peu de tonnage, il est encore possible d'avoir une vie maritime. Les paquebots sont un exemple, mais il y a d'autres choses qu'on verra, et la plaisance bien sûr, et tout cela donne des recettes. Les nombres de ports, je crois qu'ils sont 200 ou 250 adhérents de l'association villeport.org, est très actif. Alors la deuxième chose qui est nécessaire, qui est indispensable, c'est la reconstruction d'une image. Car qu'est-ce qui fait notre particularité? La mer, l'estuaire
et le fleuve en font partie, mais ne sont pas tellement utilisés dans l'image de Nantes. Les logistiques mutualisées, nous y viendrons. Il est important de trouver des projets qui puissent mutualiser les logistiques. Je ne vais pas plus loin, on va développer ça tout à l'heure. La dimension internationale est indispensable, et aussi un autre constat est que le tourisme, dont le tourisme maritime, c'est-à-dire les croisières, bon, le tourisme décolle à Nantes. Il ne décolle pas en croisière, mais il décolle en visiteur. Puisque en croisière, on y viendra, nous ne sommes pas très forts. Et puis une dernière constatation, c'est que de tous les Nantais dans le monde, Jules Verne et Jean-Jacques Audubon sont de loin les plus connus. On y reviendra. Donc, une première nécessité, la cohérence logistique. On s'en est aperçu avec l'expérience des machines. Mais les machines, c'est pas seulement un... Vous avez remarqué que ça n'est pas seulement un manège, ce n'est pas seulement un éléphant, mais derrière, il y a toute une série d'ateliers qui ont permis de concevoir ces machines. Il y a des entrepôts, il y a toute une logistique derrière qui est importante. Et il est important que ce type de logistique soit mutualisé avec d'autres projets. Des parkings, donc, font partie de cette logistique. Il s'agit toujours, il faut rechercher autour d'un marché de groupe. Les problèmes de sécurité sont importants, d'entreposage, l'approche internationale, et il faut trouver pour ça un titre. La démarche isolée ne gagne plus. D'où le titre Port Jules Verne que nous allons essayer de définir. On part d'un truc que j'aime bien, qui est pour moi la devise, pas la devise, mais le concept, la formule de Nantes qui décrit son ambition et son identité. Et je dis Nantes égale EC 3I. C'est l'estuaire, la mer et le fleuve, c'est le commerce et l'industrie. Enfin, je ne les ai pas mis avec, mais ça va avec. Mais comme impertinence, innovation et industrie font 3I, ça me plaisait de les mettre ensemble. Et donc, c'est autour de ça que cette démarche internationale, cette démarche peut se créer. Oui. Alors, nous avons des amis américains. Il s'agit d'un consortium qui est à Los Angeles, Chicago et Détroit. Ça s'appelle Harley Ellis Devro. Et il y a 250 architectes et urbanistes qui sont là-dedans. Son principal s'appelle John Dale, c'est un ami depuis longtemps. Et leur idée à eux, c'était qu'on fasse un theme park, donc un parc à thème, autour de Jules Verne, autour des vieux bateaux, etc. Et ça n'était pas totalement notre idée. C'est-à-dire que le divertissement est un élément de notre démarche, mais c'est loin d'être le seul. Oui, vas-y. En effet, pour qui faire quelque chose, pour qui développer l'idée d'un port et d'activités convergentes autour de ce port? On dira juste après où on pense qu'il devrait être. Les touristes et les croisiéristes, c'est bien évident. Mais les autres éléments, la culture et surtout la formation, et la formation aux sciences et aux sciences de la vie. Et récemment, à Nantes, au Palais des Congrès, il y avait une
un débat là-dessus et j'ai interpellé M. Boeuf, qui est le président de tous les de tous les musées d'histoire naturelle de France, d'après ce que j'ai compris. Il s'est déclaré tout à fait de mon avis en ce qui concerne l'indigence, et vous allez en avoir la preuve tout à l'heure. Donc sur l'université doit être avec nous, l'industrie du futur, le maritime et l'aérien du futur avec l'IRT Jules Verne, je pense, devrait nous parrainer si ce sujet est déclaré intéressant. Oui. Il s'agit alors de déterminer 3 projets avec le transborder qui est déjà défini, une solution qui est cohérente et qui s'appelle le port Jules Verne. Il s'agit d'accueillir les bateaux de croisière, les paquebots de croisière bien évidemment, de diffuser la culture scientifique du XXIe siècle grâce à Jules Verne. Ce n'est pas exactement la même chose que de faire un musée sur l'écrivain Jules Verne ou de faire la maison de Jules Verne à Amiens, qui est la maison de l'homme, là où il a vécu. Mais l'espace auquel nous pensons est plutôt dédié aux sciences qu'a essayé d'illustrer ce grand écrivain. En 3e, c'est aussi un grand Nantais. Il a la chance d'être l'un à côté de Jules Verne, mais derrière Jules Verne quand même, Jean-Jacques Audubon, sa passion sur la nature, et de relier Jean-Jacques Audubon à l'écologie. En effet, si on reprend maintenant chaque domaine, les uns après les autres, le domaine de la croisière, il y a des raisons de croire. Vous avez ici une carte des principaux, pas terminaux, mais des principaux ports de paquebots, ports de croisière en Europe. Et la Méditerranée, vous voyez, a un rôle tout à fait central, mais la Méditerranée a quelques problèmes avec les printemps arabes actuellement, et il y a des recherches de sites et de ports et vous savez, ces gens-là, dans les croisières, dans le domaine des croisières, raisonnent entre 5 et 10 ans. Et les escales de croisière des 4 ou 5 prochaines années sont déjà pour 80% connues. Et donc, il faut travailler très, très à l'amont. La Méditerranée souffre à la fois d'une saturation, parce que les sites sécurisés et intéressants, on va dire, Éphèse ou alors Olympie, sont sursaturés. Si vous vous promenez dans Éphèse, c'est les Champs-Élysées le 14 juillet. C'est incroyable. Il y a donc des raisons de penser. Alors la façade atlantique n'est pas tout à fait absente, mais elle est trop faible pour avoir un point sur la carte. Vous voyez, des points d'interrogation, sauf un point d'interrogation, bien sûr. On n'est pas les seuls à se poser la question. Au Pays de Galles, il y a une commission spéciale qui s'est penchée sur l'animation de croisière dans le Pays de Galles, et l'Irlande aussi. Et à Bordeaux, on a déjà commencé, avec le port de la Lune, à développer la croisière. Ils sont arrivés à Bordeaux à peu près 45 escales, je crois, c'est ce qui est prévu cette année. Et Rouen, qui a quand même un arrière-port avec Paris, Rouen, évidemment,
dépasse la cinquantaine d'escales. Alors on ne va pas se comparer avec des ports de mer, ni en qualité d'accueil, d'accès, ni en attractivité. Mais il y a donc une question sur la façade atlantique qui se pose et qui pour l'instant n'est résolue que partiellement à Bordeaux, à La Rochelle et à Brest, pour la France. Oui. Alors, Verne, c'est la science pour tous, c'est la vulgarisation scientifique, et vous avez sous les yeux une carte d'Europe où les points bleus, qui eux ne sont pas mesurés selon leur impact, mais c'est simplement des points de la même dimension. Tous ces points bleus correspondent à un espace, un centre de science ou un musée de la science, tel que l'entend le site Excite. Le site Excite, E-C-S-I-T-E, si vous le consultez, est le site qui rassemble les espaces scientifiques. Tout le monde n'en est pas membre. Le Futuroscope n'en est pas membre, par exemple. Mais la grande majorité des sites européens l'est. On s'aperçoit qu'il y a un foisonnement considérable dans le Benelux, en Allemagne et en Grande-Bretagne, mais que la France est véritablement indigente. Au centre de la France, il y a évidemment, comme d'habitude, quelque chose à Paris, quelque chose d'énorme, quelque chose qui correspond à une visite de 3 ou 4 jours, mais que ne font pratiquement jamais les visiteurs parce qu'ils n'ont pas la possibilité de passer 3 ou 4 jours dans la Villette, et ce qui fait aussi que cet espace est subventionné par l'État à 80%. Quand on regarde de l'ouest, on voit 3 points là qui correspondent à un petit, je dirais petit parce que par rapport aux autres il n'est pas énorme, mais il est bien fait, espace de sciences à Rennes, ça doit être, le deuxième est Pleumeur-Baudou et le troisième Océanopolis à Brest. Troisième thème qui est les animaux. On s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait avoir dans ce port à côté un zoo? Mais la réponse est non, parce que il y a un grand nombre de zoos dans l'Ouest en particulier, comme c'est une région touristique, et comme Audubon, vous le savez, s'intéresse particulièrement aux oiseaux, c'est dans cette direction qu'on a regardé. Et c'est la petite carte que vous voyez en bas. Et les oiseaux sont bien moins bien servis que les animaux dans leur ensemble dans les zoos. Les oiseaux ne disposent dans l'Ouest que d'une demi-douzaine de très petites, des volières de moins de 1000 mètres carrés, sont pour moi des petites volières. Il y a 2 exceptions. À côté de nous, la Boissière du Doré qui a inauguré il y a quelques années une volière de 2000 mètres carrés, ce qui n'est pas encore énorme, mais surtout la grande exception, c'est Douai-la-Fontaine avec une volière de 6 à 7000 mètres carrés qui sont en train d'agrandir d'ailleurs. Mais ils ont, nous verrons, un espace très particulier et très particulier au niveau de leur... ils ont, comme le site sur lequel je vais vous emmener tout de suite, une
des sortes de carrières d'anciens fours à chaux, mais la nature du sol, la nature rocheuse est totalement différente et permettait de creuser facilement beaucoup plus d'espace pour les oiseaux qu'il en a eu. Vous verrez une photo. Oui. Alors, il se passe une chose aussi, c'est que chez nous, il y a un projet de coulée verte qu'on appelle le circuit de la biodiversité. Ce projet s'inscrit particulièrement dans la région, là vous voyez l'ancien parc des Sœurs Oblates, dont on parle depuis quelque temps parce qu'il va ouvrir au public en juin, je pense. Et ce parc a été cédé pour en faire un autre parc, mais un parc public. Les 2/3 de l'espace, je crois que ça faisait quelque chose comme 7 hectares, dont 4 ont été cédés à la ville de Nantes. Et ce serait le début à l'ouest de ce parcours de la diversité. Au-delà, on voit que on aboutit dans un lieu qui est pour l'instant très terne et qui s'appelle la carrière de Misery ou de la Meuse, sur lequel on n'a jamais rien fait depuis l'époque où ça a été racheté par la ville de Nantes. Je crois que c'est à la fin, avant 2000. Alors, tout ça nous mène dans un projet Chantenay-Sainte-Anne qui va être, d'après ce que nous avons compris, avec l'aide de concepteurs d'urbanistes et d'architectes, et va être mis sous la houlette d'une organisation un peu comparable à la Samoa pour l'île de Nantes. Alors, l'île de Nantes fait 327 hectares, je pense, là il y en a moins, ça doit être à peu près la moitié, mais c'est un projet qui contient un bon nombre d'interrogations passionnantes et va amuser encore pendant quelques dizaines d'années nos urbanistes et architectes. Les 2 cercles que vous voyez correspondent l'un à la zone d'évitage et qui jouxte le quai Saint-Louis, et au-delà du quai Saint-Louis, donc ce lieu de cette ancienne carrière. Oui. Alors nous ne sommes pas les seuls. Nous n'avons d'ailleurs pas inventé ce site, puisqu'il doit exister depuis le XVIIe siècle, au moment où on en faisait une carrière, puis ensuite ce sont les brasseries de la Meuse qui s'y sont installées et qui ont été détruites. Mais déjà depuis le 2004, c'est à peu près le plus tôt que j'ai remarqué. J'ai trouvé sur Internet, nous avons trouvé des études. Certaines personnes se sont penchées sur un possible devenir de cette zone, dont la zone de Misery. Alors voilà un architecte qui s'appelle Pierre Gauthier, puis alors, en 2010, notre attention a été attirée sur des projets d'étudiants de l'école supérieure d'architecture de l'ENSA qui avaient pondu un certain nombre d'épures et de projets sur ce qu'ils appelaient terminal paquebot de Nantes. Seulement ce terminal paquebot, vous voyez, avait un défaut
un défaut tout à fait évident, c'est qu'il empiétait sur la zone d'évitage qui n'est déjà pas si grande. Et certains projets, d'ailleurs c'est pas celui-là, mais certains projets mettaient entre le quai et le bateau un ras-débordoir, une sorte de ponton qui le tout débordait d'à peu près 50 à 60 mètres. C'était vraiment pas possible. Notre idée est que c'est une bonne idée. Alors on voit aussi sur cette épure là que l'on a rasé les deux bâtiments existants que l'on va voir tout à l'heure, qui sont les anciens moulins de la Loire, qui sont maintenant le siège de Veolia, les bureaux de Veolia là, et le parking Renault qui est à côté. Oui, avance. Alors nous avons essayé à l'intérieur de ce périmètre de définir un périmètre pôle dans le périmètre, un périmètre dans le périmètre donc, et qui intègre des choses existantes qu'on va voir plus tôt après, et qui intègre un navire que l'on a positionné là. C'est un navire de 250 mètres, et vous remarquerez qu'il dépasse de 25 mètres la zone d'évitage actuelle, ou un navire un paquebot de 250 mètres. Ça correspond à un niveau très légèrement inférieur à 2000 passagers, généralement. Les bateaux que l'on reçoit, les 7 ou 8 bateaux que nous recevons à Nantes, sont plutôt de l'ordre de 800 à 1200 passagers. Et là, il s'agirait d'un changement d'échelle. Même si d'autres bateaux seraient évidemment interdits, puisque vous ne pouvez pas imaginer de mettre des géants comme le Concordia, par exemple, qui, lui, est un bateau capable d'accueillir 4000 passagers, qui fait plus de 300 mètres de long. Ça, il ne faut pas en rêver à Nantes. En B, vous avez la possibilité de traverser le boulevard du Marquis d'Aiguillon et de passer jusqu'à un bâtiment qui pourrait être ici en B le terminal d'escale, forcément plus petit que celui que les architectes avaient imaginé, parce qu'ils s'étaient plutôt inspirés des modèles de car ferry que d'escale. Alors, nous y voyons ici une volière et un parc Audubon, et en D, c'est le Vernoscope. Alors, on va tangibiliser ça, on va un petit peu plus précis, et en reliant à l'existant. L'existant, c'est le musée Jules Verne. C'est le planétarium. C'est c'est un belvédère, on peut l'appeler un belvédère. Enfin, c'est le petit jardin dans lequel j'allais jouer quand j'étais gosse, et parce que je suis un enfant du pays, je suis un enfant de Chantenay, moi. Et donc, Marcel Schwab, je crois que c'est Marcel, ou Maurice, ça n'a pas une grande importance. Non, c'est peut-être Maurice Schwab, le petit jardin là. Et nous, on ajouterait plus bas un parc qu'on appelle Audubon, qu'on appellerait Audubon, accompagné d'une volière. Ce parc serait dédié à la botanique et aux oiseaux. Et en bas, le Vernoscope. Alors, on va tout reprendre, tout ça, là, au départ. Donc, on part
sur ce dessin très simple et relativement terne de ce qui existe. Et vous voyez l'immeuble qu'on appelle aussi Cap 44 de Veolia est ici. Les architectes l'avaient supprimé, mais il a une grande valeur, il a un grand intérêt. Le parking aussi n'est quasiment pas utilisé, sauf par les gens qui travaillent pour Veolia. C'est un ancien garage Renault qui était là. Oui, on avance. Alors, on peut déjà commencer aujourd'hui à faire deux choses. La chose la plus chère, probablement, serait de rescinder le quai Saint-Louis de façon à ce qu'il autorise la présence d'un bateau qui ne prenne pas sur la zone d'évitage, la zone d'évitage étant forcément élargie de ce fait, parce que les bateaux de croisière, comme vous le savez, arrivent sur l'onde de marée et repartent sur la suivante, ce qui fait qu'ils ne gêneraient jamais un autre bateau qui voudrait éviter en même temps qu'eux. On peut aussi commencer à faire le tour de l'existant, du square Schwab, et planter des arbres, parce que les arbres, ça prend un moment à grandir. Et on avance pour y dédier dans le bâtiment le vernoscope, mais très rapidement, on s'aperçoit que ce vernoscope attire, vas-y, avance, attire des voitures, donc il faut un parking autocar, la place existe, et un parking voiture et le truc existe. D'autant plus que si l'une des principales attractions, on n'a pas encore parlé croisière, le bateau n'est pas arrivé, mais rassurez-vous, il arrivera. On verrait assez bien dans le fond une partie botanique et à droite une volière qui serait la plus haute d'Europe, sinon la plus grande, puisque la plus grande d'Europe, c'est celle de Douai-la-Fontaine, mais la hauteur à Douai-la-Fontaine, les falaises ne sont que de 15 mètres, alors que nous avons des falaises de 25 mètres. La grande différence pour faire une volière à cet endroit-là, je vous disais, c'est qu'ils ont un calcaire coquillé qui s'appelle le falin à Douai-la-Fontaine qu'on peut nettoyer au scraper assez facilement et que donc on donne la forme que l'on veut. Ici, nous avons du granit. La continuation du sillon de Bretagne, c'est un peu plus dur. En passant, il faut que je signale une difficulté, mais qui n'est peut-être pas une difficulté, c'est que si l'on faisait un trou jusqu'au tunnel de Chantenay, cela permettrait, à partir de là, de le sécuriser. Parce que la longueur n'est pas considérable. Avance. Et avance, oui. Oui, tout ça appelle des entrepôts, des ateliers. Attends, tu peux préciser l'histoire du tunnel, parce que je crois que ça a suscité quelques questions. Oui. Explique en quoi on peut sécuriser le tunnel. En cas de pépin à l'intérieur du tunnel de Chantenay, il faudrait quand même ménager à peu près au centre une sortie. Et la sortie se trouve, le meilleur endroit, à mon avis, pour rejoindre la sortie, à partir du centre du tunnel, serait justement le square de Misery. La place Le Chat. Le tunnel passe sous la place Le Chat. Oui. Il y a mi-distance entre l'entrée de Chantenay et la sortie de la tranchée Babonneau. Oui. C'est le milieu de ce tronçon qui fait 100 mètres. Oui. Et entre la place Le Chat et le square Misery, il n'y a pas... Il y a 200 mètres.
Donc, si je comprends Tu bien, avais fait il s'agirait d'avoir une évacuation, c'est ça? C'est un projet qui a été diffusé il y a quelques 2 ans, 3 ans et demi, par un membre du Conseil de développement. Alors, à partir du moment... Oui. On peut reprendre. Je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que ça doit être intégré, bien sûr. Garde bien le micro à portée de la... Oui, d'accord. Merci, pardon. À partir du moment où nous avons un tel ouvrage, qui n'est pas celui qui coûtera le plus cher, à titre d'exemple, Monsieur François Gay, qui dirige le Douai-la-Fontaine, que nous sommes allés les voir, nous a dit que sa réalisation n'a coûté qu'1 million. Alors évidemment, tout le personnel du parc et de tout le zoo était mobilisé pendant la mauvaise saison. C'est une façon d'utiliser les gens. Bon, d'accord, mais même si vous doublez, même si vous triplez le coût de cette volière et du parc qu'il y a à côté, ce ne sont pas des sommes considérables. Mais il est certain que le vernoscope, les entrepôts, le vernoscope, le parc botanique et oui, tout ça demande, et ce qui va venir aussi, les escales des navires demandent des entrepôts, des parkings, et tout ça, jusqu'ici, nous n'avons parlé que des parkings. Mais il faut des ateliers, et il faut des endroits où faire hiverner quelques espèces, des espèces aussi bien botaniques qu'animales. À Douai-la-Fontaine, c'est à peu près 10% des oiseaux qui doivent être hivernés et chauffés, quand même, mis dans des locaux chauffés. Entre parenthèses, la différence de température entre cet espace exposé plein sud et une carrière à peu près comparable qui se trouve à Lisbonne et qu'on appelle Estufa Fria est de 3 degrés. C'est-à-dire nous sommes à 3 degrés au-dessous de Lisbonne à cause de cette roche qui chauffe dès qu'il y a un peu de soleil. On avance et enfin... Oui, avec les entrepôts, nous avons prévu, nous imaginons, nous proposons que le lien avec le planétarium et le musée Jules Verne soit fait avec un petit funiculaire à cet endroit-là. Alors, ce que l'on voit arriver ici, c'est l'escale, le lieu d'escale proprement dit, des croisiéristes. Ils passeraient au-dessus du boulevard, marquis d'Aiguillon, et descendraient à cet endroit-là, soit pour prendre des autocars qui peuvent être là, soit pour rejoindre la ville. Ce qui suppose évidemment autour de cet endroit, bien sûr, une desserte publique. Une desserte publique, soit par tram, chronobus ou quoi que ce soit, pour aller dans le centre de la ville. Oui. À peu près. Comment ? Oui, je suis parti comment on appelle ça, d'une vue d'une vue que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai faite sur Internet. Alors, à propos d'échelle, on va pouvoir avancer sur quelque chose qui n'est pas tout à fait à l'échelle, parce qu'à la verticale, l'échelle verticale est divisé par 2 par rapport à l'échelle horizontale. Voilà ce que ça prendrait. Ça prendrait à peu près un développé de 250 mètres entre le bateau et le belvédère.
le belvédère qui se trouve derrière la volière. On imagine qu'un belvédère pourrait être même à l'intérieur de la volière, ou partiellement à l'intérieur extérieur. Il y a une vue qui est magnifique. Malheureusement, ça c'est un détail, vous voyez que ce vernoscope culminerait à 34 mètres, ce qui est un peu haut, puisqu'il semble bien que ce n'est pas le cas du parking, mais l'immeuble Veolia, on va le revoir un peu plus loin, était plus petit lors de sa conception. Il n'était pas si haut. Il n'avait que 4 niveaux. On va le voir un peu plus tard. Alors on avance. En fait, c'est uniquement pour illustrer qu'il n'y a aucune raison de supprimer le poste à quai, le poste de croisière actuel du quai Wilson, et que les lois universelles font tout souvent arriver deux bateaux en même temps dans les ports de croisière. On s'aperçoit, puisque c'est très groupé, et qu'il est bon d'avoir un poste d'escale de secours. Alors, j'ai fait, un des cercles était la zone d'évitage qui serait portée à ce moment-là à 250 mètres au lieu de 225 mètres. Voilà l'immeuble dont on parle. Il a été rhabillé, comme vous savez. Il n'a pas du tout sa structure. Vous savez, cet immeuble est le premier immeuble industriel en béton armé, et Jules Verne a pu suivre sa construction en 1894. Vous voyez qu'il n'a que 4 niveaux. Là, avant le chaînage définitif, je pense. Alors, avance. Et donc, ça serait un usage assez noble de cet équipement. Alors, ce que j'appelle le vernoscope, c'est, et je ne vais pas le définir ici avec vous, il serait à définir. Nous avons visité des espaces scientifiques, par exemple Phänomenta à Bremerhaven et Flensburg, le Tomtitz qui se trouve au sud de Stockholm, et les attractions qu'offrent ces musées. Il y a vraiment le choix pour toutes ces attractions. Ça, c'est une brochure interne à Tomtitz, elle n'a été réalisée qu'en suédois. Il y a toutes les attractions, je crois qu'il y en a 256, 270 à peu près attractions dont il y aurait qu'à faire le choix. C'est d'ailleurs pas hors de prix, ces attractions, parce que la plupart de ces espaces les fabriquent eux-mêmes dans leurs ateliers, et ils s'échangent ces attractions entre espaces scientifiques. Oui, tu avances. Alors là, Jean-Jacques Audubon, il nous interpelle parce que, d'abord, il est très peu connu des Nantais, même si on a fait des expositions qui le concernent. Il est connu aux États-Unis comme le loup blanc, puisque dans les 50 États, il y a à peu près une trentaine qui ont un parc Audubon. Et la société Audubon Society, en fait, il est devenu américain. Il s'est appelé John James Audubon. Et il est connu par un ouvrage majeur de 450 planches comme celle-ci qui représente les oiseaux d'Amérique. La société Audubon, qui a son siège à New York et en Pennsylvanie, a un budget de 45 millions de dollars et 550 000 adhérents. J'ai moi-même visité plusieurs parcs Audubon. En passant, par hasard, je suis tombé sur des parcs Audubon. Enfin,
Et donc, les Nantais ne savent pas qu'il est si connu aux États-Unis. Il serait bon, à mon avis, que nous prenions langue, nous ne l'avons pas encore fait, avec ces gens-là, qui n'ont rien en France. Ils commencent seulement à s'intéresser à l'Europe. Alors voilà la volière de Douai-la-Fontaine. Vous voyez la proximité qu'il y a avec les lieux, sauf que ce n'est pas du tout la même roche et que c'est une roche très facile. Ici, vous avez une rivière qui passe avec des flamands, mais à Douai-la-Fontaine, vous avez des condors. C'est gros. C'est plus gros que moi, un condor. Bon. Oui, à propos de Cheviré, s'il y en a un parmi vous qui sait où je trouve la petite source dont tout le monde parle, mais personne ne sait où elle était, il paraît qu'on faisait la bière avec l'eau que l'on trouvait dans cette source. Il doit y avoir non, j'ai dit Cheviré, pardon, Misery. Hein, dans la... il doit y avoir de l'eau. Il doit certainement... Bon, l'eau n'est pas loin de... La Sointé de la pierre à l'arrière de la carrière. Ouais. C'est là où il prenait l'eau. Avec un puisard. Bon, tu avances, ça c'est la volière de Douai-la-Fontaine. Et bon, voilà, c'est pas un objet, c'est après le pont transbordeur, c'est un nouvel esprit dans un lieu très resserré. Peut y en avoir d'autres, mais nous ne sommes qu'une petite association d'une petite centaine de personnes avec des moyens intellectuels. Véritablement, nous sommes tous des génies, mais nous ne pouvons pas penser à autant d'objets à la fois que cela. Tu vas un peu plus loin, oui. Avant celle-ci, si tu peux, avant, il y a la vue que l'on aurait si on était sur le pont d'un bateau qui arrive à cet endroit-là. Vous voyez ? C'est pris en fait des fenêtres de Veolia, cette vue, voilà. C'est-à-dire la porte de Nantes serait à l'arrivée du paquebot. Et c'est la raison pour une des raisons pour laquelle on est très attaché à ce pont transbordeur, tu peux y aller, et parce que finalement, une des questions pour la croisière qu'on peut se poser, et que vous nous poserez certainement, c'est que Nantes a-t-elle la capacité d'attraction qu'à Bordeaux ou qu'ont d'autres ports ? Eh bien, je pense qu'avec ce feu d'artifice, je vais vous dire merci pour votre attention. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même impressionnant de voir l'engagement des bénévoles de cette association dans la conception de projets pour le territoire. Donc on va ouvrir le débat et l'échange. Je voudrais juste apporter une précision. Il me semble que Veolia a déménagé et est maintenant installé sur l'île de Nantes et que donc le bâtiment Cap 44 doit être relativement vide ou totalement vide. Et voilà. Le parking était géré par eux aussi, je crois. Ah, je ne sais pas qui gère le parking. Mais il n'est pas public. Il n'est pas public, ce parking. Alors, qui veut poser la première question ou le commentaire ? Monsieur Lemével, le professeur Lemével. Merci beaucoup. J'admire beaucoup le... Parlez bien dans le micro. Oui, hein. j'admire énormément l'enthousiasme et les projets d'Yves Lémé sur cet ensemble Jules Verne, qui n'est pas simplement lié au transbordeur, mais qui fait un ensemble portuaire, touristique et culturel pour Nantes. Et véritablement, au sein de l'association, il y a un fourmillement d'idées et de projets qui sont extrêmement enthousiasmants, je dirais. Une des questions que je me pose, c'est combien de temps les bateaux qui viennent en croisière, qui viendraient en croisière à Nantes, restent sur place.
Est-ce qu'éventuellement, est-ce que c'est un séjour de une journée ou de plusieurs journées? Et est-ce que éventuellement ce port Jules Verne, en dehors du Vernoscope, de la volière et de ce qui se passe autour des machines de l'île, par exemple, est-ce que ce port peut amener à aller visiter les châteaux de la Loire, par exemple, qui peuvent être attractifs pour les Américains, notamment? Moi, il me semble que la plateforme de Nantes n'est actuellement pas satisfaisante, n'est pas suffisante avec le château des Ducs de Bretagne, même une balade sur l'Erdre, même le Muscadet, bien sûr, et j'allais oublier l'éléphant et le manège. Un croisiériste raisonne d'abord sur un effet d'accroche. Qu'est-ce qu'on va voir à Strasbourg? Qu'est-ce qu'on va voir à Marseille? Et on montre quoi? On montre Notre-Dame de la Garde ou la cathédrale, etc. Le château des Ducs de Bretagne n'est pas quelque chose qui est si internationalement connu, et rien de ce que nous avons fait qui est évidemment utile et correspond plutôt à des divertissements qu'à une... D'ailleurs, il faut voir comment devenir international. Vernoscope, qui est si connu chez nous, n'attire que 7% d'étrangers. Vous vous rendez compte? Notre objectif serait d'arriver à attirer 20% d'étrangers. C'est assez différent. À Nantes, il faut d'abord satisfaire la carte postale. Le bateau arrive à cet endroit, et je n'ai pas parlé de Venise, parce que Venise, évidemment, le bateau se balade dans le Grand Canal, et c'est tout à fait impressionnant. C'est d'ailleurs un problème qui est posé. Alors, pour avoir une journée à passer à Nantes, ce que probablement les croisiéristes, parce que les croisiéristes achètent des produits complémentaires et donc des excursions. Nantes serait quand même le port le plus proche des châteaux de la Loire. Il n'est pas impossible que sur une population de 2000, il y ait 3 ou 4 bus qui veulent voir les châteaux de la Loire, car on peut y arriver en 2h30 et on y passe à ce moment-là toute la journée. Et on chante Nantes. Oui? Juste un petit... Ouais. Il y a la possibilité, sans aller jusqu'au château de la Loire, il y a quand même Saumur, il y a l'abbaye de Fontevraud. Et ce sont des choses intéressantes, d'autant plus qu'à Fontevraud, pour les Anglais, il y a quand même les anciens rois d'Angleterre qui y sont enterrés. Oui. Oui, pour les Britanniques connaissent bien sûr Fontevraud. Et bon, j'ai fait une moyenne. Ouais. Petite précision, je pense qu'il y a à franchir, enfin peut-être que Guy Péchereau allait le dire, un des principes des croisiéristes, c'est de rester moins de 24 heures à quai, parce que s'ils restent moins de 24 heures, ils ne payent pas de droit d'escale. Donc c'est une vraie difficulté pour Nantes, je pense. Enfin, il y a des choses à voir à Nantes, mais peut-être pas aussi attractives que dans d'autres territoires. C'est clair que les châteaux de la Loire, ça pourrait être un bel objectif, Fontevraud, enfin, etc., Saumur. Mais du coup, il faudrait arriver à convaincre les croisiéristes de rester plus de 24 heures, ce qui n'est pas dans leur habitude. Oui, je suis membre fondateur de l'Accueil des paquebots, qui est une association, vous connaissez tous. Et on a déjà essayé tout ce qui était possible. Aujourd'hui, nous avons un président qui est un opérateur touristique, vous connaissez tous, qui s'appelle Monsieur Debois. On a tout essayé pour trouver une solution. Mais il y a d'abord l'handicap premier, c'est 3 heures de montée de rivière. Déjà, ça, c'est un très gros handicap. Il faut que les marées correspondent pour que le bateau soit au plus tard à 7 heures à quai, le matin. Et qu'il reparte le soir, à la marée du soir, donc aux environs entre 20h et 23h. Parce que le lendemain, il est à La Rochelle. Parce que le surlendemain, il est à Bordeaux. Et une fois qu'il a fait Bordeaux, Lisbonne, dernier port, et là, il ramène tout le monde sur l'Allemagne ou sur l'Angleterre.
et un deuxième périple se fait, et ainsi de suite. C'est des escales très courtes pour une petite visite très courte. Et on a trouvé des moyens de mettre des autobus, vous avez tous vu ça, même de la ville de Nantes, qui ont fait des petites visites de la ville. On a essayé de monter des voyages sur Fontevraud, sur les châteaux de la Loire. Ça n'a jamais marché. Non pas que les voyageurs ne voudraient pas le faire, mais c'est qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Voilà la raison. C'est des escales très courtes pour toute la côte atlantique. Oui, si vous arrivez... D'autres questions? Oui. Là, je voudrais participer un peu au débat. Dans la présentation que vous faites, à vrai dire, l'accueil du paquebot vient en dernier, puisqu'il y a l'idée d'aménager autrement, peut-être le Bas-Chantenay. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il peut y avoir une évolution. On part sur l'hypothèse d'un paquebot de 1000 à 2000 places. Voyageurs, je veux dire, mais il y a d'autres types de croisières qui se mettent en place actuellement, plus thématiques ou plus ciblant plus la catégorie de croisiéristes, avec des petits paquebots. Je pense par exemple au développement qu'il y a des croisières soit sur l'Antarctique, soit sur l'Arctique par exemple. Donc après, il y a une autre évolution, c'est ce qu'on appelle les navires du futur, c'est-à-dire des paquebots plus petits qui se gèrent avec de la voile. Donc je pense que peut-être, ce qui semble intéressant là, c'est qu'il y a deux phases. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Il y a la phase d'abord aménagement du bas en reprenant un caractère maritime, à la fois avec le bout de l'île de Nantes et puis le quai Saint-Louis. Et puis après, quels seraient les accueils de croisiéristes qu'on pourrait faire? Pas forcément ces bateaux. Alors, question que je me pose, moi, c'est quand même un bateau là face à un parc au Dubon. Est-ce que, enfin, je suppose que ça sera fait, mais le gigantisme de la masse face à un parc me pose un peu question. À l'extrême, la question, c'est pourquoi vous supprimez pas les bâtiments parking Renault qui empêchent une vision depuis le parc au Dubon sur la Loire, c'est-à-dire une pente douce qui permettrait une vision. Oui, d'abord, la réponse à cette question, c'est que si je vais rien supprimer, j'ai pas le pouvoir de supprimer quoi que ce soit, moi. Mais je veux dire de proposer, d'abord, la question serait, peut-on supprimer, oui ou non, ce bâtiment, premier bâtiment industriel en béton armé d'Europe, je pense, qui a été construit en 1894 et qui est un bâtiment remarquable. Et je ne suis pas sûr, les architectes auxquels on a pu parler pensent, eux, que c'est quelque chose qu'il faut conserver. Et il faut conserver, pas forcément avec toute sa hauteur, parce que c'est lui qui gêne. Il est beaucoup plus haut, il doit faire une dizaine de mètres de plus que le parking. Or, le parking, on va en avoir besoin de parking. Alors, est-ce qu'il correspond aux normes d'un parking moderne, d'un parking actuel? Je n'en sais rien. On pourrait le garder et passer par-dessus ce parking. Il gêne beaucoup moins que l'autre, que celui-là. Vous voyez, la hauteur est différente. Alors, quant au petit hangar qui est devant, il serait ratiboisé, lui, bien sûr. Et on conserverait une rue jusqu'au quai entre 12 et 15 mètres. Alors, quelle était ton autre question? Participais plutôt au débat, c'est-à-dire que je constate avec Maire... Il n'y a pas d'autres formes de croisière. Indirectement, je m'y intéresse. La croisière évolue et on peut prendre une cible ou un créneau ou une niche. Le problème du paquebot vient à la fin du projet. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le réaménagement maritime entre le quai Saint-Louis
transborder et puis quai Antilles qui Oui. est aussi important que l'accueil des paquebots. Voilà. Oui, la croisière, c'est quelque chose qui va évoluer certainement dans la mesure où le gigantisme qu'on constate continuera, mais qu'il va y avoir des créneaux différents, commerciaux différents, car le gigantisme est une donnée d'entrée pour toutes les Caraïbes, mais n'est pas une donnée d'entrée pour l'Europe où les bateaux de plus de 3-4 000 ont beaucoup de peine à trouver des escales et à se trouver, et où il y a une concurrence et où il y a une saturation. C'est-à-dire que moi, client, je suis allé, pas sur le Concordia heureusement, mais sur son sister ship qui s'appelle Favalosa, et c'est exactement le même bateau. Bon, ben, vous revenez de cette croisière, vous êtes très content, c'est une bonne valeur pour votre argent, je veux dire, c'est pas... Et nous sommes allés jusqu'à, Éphèse, Olympie, enfin, Dubrovnik, tous ces lieux magnifiques en une semaine. Le départ a été de Venise, mais avec ma femme, nous avons dit non, on va pas continuer dans ce type d'usine, même si la nourriture, le personnel, enfin tout ça, on sent un professionnalisme important. Qu'est-ce que nous allons faire la semaine prochaine? Eh bien, nous allons partir sur une croisière fluviale, sur un bateau de 109, il s'appelle le Beethoven, de Strasbourg. On a pris goût à la croisière et on va faire Strasbourg-Passau, la frontière de l'Autriche. Et on est très heureux de cette solution. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas refaire des petites croisières. Alors donc, l'évolution normale, c'est pour une partie de la clientèle une réduction de la taille du navire. Alors il y a donc, ça c'est pris en compte, il y a une réduction de la taille du navire et ce sont, dont les croisières à thème, dont des croisières. Mais évidemment, c'est relativement plus cher, plus que... mais on y vient. Ok, oui, question ? Oui, je voulais simplement rappeler que pour le bâtiment dont vous parlez, là, qui est ce fameux bâtiment qui est dans le bois de Sainte-Anne, enfin... C'est un ancien bâtiment qui appartenait au Moulin de la Loire. Au Moulin de la Loire, autrefois à l'origine. Il a servi comme hangar à bananes avant la guerre. Vous aviez pas connu ça, parce que moi j'ai eu la chance de le connaître, parce que j'étais né à cette époque-là. Il avait des clés aérées, et tous les jours, le personnel orientait les clés de façon à faire une ventilation très importante à l'intérieur du bâtiment. Et les bananes étaient chargées au pied de ce hangar qui était à ce moment-là à Saint-Louis. Et il y avait les bateaux de la compagnie qui venaient d'Afrique, les chargeurs uniques qui faisaient la ligne, décharger leurs bananes là. Et les bananes étaient directement chargées par wagon, sur wagon ensuite, au rez-de-chaussée. Voilà comment ça marchait. Ça a duré très longtemps. Et évidemment, après la guerre, on l'a modifié et habillé en appartement. En immeuble habitable. Voilà la raison. Pour la première chose. Deuxième chose dont je voulais parler, vous parlez des paquebots. Mais le paquebot petit, on a fait un recensement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est important. Il n'y a pratiquement plus de petits paquebots de croisière dans l'Europe. Il faut vous dire ça. Donc les paquebots de croisière moyenne et petite capacité sont sur le nord, c'est-à-dire l'Arctique, font les mers du Sud ou les mers du Nord, du très haut mer, tout très au nord, et on ne retrouve plus de paquebots, de petits paquebots de croisière de 200-500 personnes. Maximum, on en trouve très peu. Et c'est pourquoi on n'en trouve pas d'armateurs qui viennent chez nous, dans les ports français. Voilà la raison. Et La Rochelle a fait un succès. Pourquoi? Parce que c'est un port ouvert à la mer. Les paquebots sont beaucoup plus gros parce qu'ils ont un tirant d'eau, davantage d'un tirant d'eau. Ils peuvent accueillir jusqu'à 15 mètres de tirant d'eau à La Rochelle, donc il n'y a aucun problème. Le paquebot s'accoste, il reste la journée, il repart le soir, et le lendemain, il est à Bordeaux, où il part directement sur Lisbonne. Voilà, merci. Mais des paquebots de 2000, entre 1500 et 2000, il en reste encore pas mal. Ce sont des bateaux et ce ne sont pas des bateaux qui se retrouvent soit dans le sud, soit dans le nord, ils font souvent les deux. C'est-à-dire qu'ils se trouvent sur des ports atlantiques, à La Rochelle ou ailleurs,
entre deux espaces. C'est-à-dire, ils viennent de Méditerranée au printemps, par exemple. Ils font une croisière de printemps vers les fjords de Norvège ou Saint-Pétersbourg. Et ensuite, et là, ils passent une partie de l'été et ils redescendent en Méditerranée plus tard. Non. Ils ne font pas les petits ports. Les bateaux qui viennent ici, t'as qu'à reprendre tous les noms, je peux te les donner, j'en ai sur 10 ans à peu près, je ferai tous les bateaux qui sont venus. On a des bateaux qui sont au plus grand de 500 personnes, les plus grands. Les plus petits, 200, 250 passagers. Et encore, ils ne sont pas toujours pleins malheureusement. Et les gens, et je vais même te dire mieux, on l'a constaté, des Anglais qui embarquent en Angleterre, qui débarquent à Brest, premier port. Deuxième port, Nantes. Ils viennent à Nantes, ils descendent de Brest à Nantes en louant une voiture. On a trouvé ça. Pour te dire à quel point ça les intéresse de visiter la Loire. Ils arrivaient le soir pour embarquer avec leur petit nécessaire de toilette. Et je sais pas oser dire le mot. Et ensuite, ils continuaient l'escale. Ils allaient à Lisbonne et ils débarquaient à Lisbonne. Des Anglais qui étaient débarqués à Brest pour faire la côte bretonne en voiture. Embarqués sur le paquebot. On a des noms, on a des répertoires de gens. Entre autres. Ok, y a-t-il d'autres questions ou commentaires sur ce beau projet multiple? Parc Audubon, Volière, ça vous paraît des projets Je m'étonne qu'on ne m'ait pas encore posé la question combien ça va coûter, combien ça va rapporter. On y est allé à la grosse louche. Vraiment. Et si l'on compte le pont transbordeur, mais sa partie, disons, ce qu'on appelle la rue aérienne, dont on a dit, dont Paul Poirier, je ne sais pas s'il nous a rejoint, il n'est toujours pas là, dont Paul Poirier nous a dit que ce serait de l'ordre de 40 millions. Mais que les retombées attendues, alors il y a l'emploi aussi, c'est pas innocent, et dont les retombées permettraient d'équilibrer. C'est-à-dire, si on ne peut pas équilibrer le pont transbordeur, c'est qu'on n'a pas le droit, comme M. Arnaudin l'a fait, de faire payer la traversée. Le premier pont transbordeur, il était payant. Alors évidemment, on ne peut pas équilibrer le pont transbordeur pour sa partie transport. Mais c'est autre chose, c'est un autre sujet. Alors, ensuite, il y a un gros travail qui serait de refaire ce qu'est Saint-Louis. Qu'est-ce que ça va coûter? On a provisionné 20 à 25 millions. Je ne sais pas si... Hein? Bah, écoute, il faut savoir, il faut consulter les géologues, etc., combien coûte de refaire un quai comme ça. Ensuite, il y a ce vernoscope. Ce vernoscope, si le bâtiment existant est récupérable, il doit y avoir en plus, environ, on a provisionné 25 millions pour le refaire. Et puis, le reste, la volière, c'est pas très cher. Les collections, en ce qui concerne la volière, les collections, c'est les petits oiseaux. C'est les oiseaux, je ne sais pas. Je n'ai pas provisionné pour ça. Mais en tout cas, on a essayé de valoriser quelque chose et on est arrivé à un ordre de grandeur de 150 millions pour tout ce port Jules Verne. Vous me direz, ça peut être 200. Maintenant, qu'est-ce que ça va rapporter ? Et on a aussi mis des postes de recettes. Et ça nous donne entre 18 et 20 millions de recettes. Alors l'amortissement, ça dépend, parce que tu prends un quai, ça s'amortit sur combien de temps un quai? 50 ans? Non, 20 ans minimum et 30 ans. Entre 20 et 30 ans. 20 et 30 ans pour par ouais. exemple... On arrive quand même à des durées... Mentoire, c'est 30 ans. Ils ont prévu sur 30 ans. Et au bout de 30 ans, le quai est pratiquement clair. Mais il faut le remettre en état à ce moment-là. D'accord. Et en termes d'emploi, l'ensemble, c'est entre 300 et 600
sans compter les emplois induits qu'il peut y avoir au niveau de Caris et tout ça, ça n'a pas été compté. Ok, vous avez donc la réponse à la question que vous n'avez pas posée. Alors, y a-t-il maintenant des questions des questions y a-t-il des réponses que vous attendez Avez-vous présenté votre projet aux décideurs nantais et régionaux? Et si oui, quelles ont été les réactions? Il n'y a pas de oui. Il a été présenté pour la première fois en octobre dernier. Enfin, ce n'était pas vraiment un projet, mais c'était une contribution qui définissait les grands axes. C'est le document. C'est la première fois dont on a parlé de ce concept de port Jules Verne. C'était en octobre, je crois. Et par la suite, à l'Assemblée générale la semaine dernière de l'association, et nous avions reçu le feu vert pour travailler dans ce sens à l'Assemblée générale précédente, mais ça fait en fait 2 ans qu'on travaille sur la bête, quoi. C'est quand même un certain nombre de contacts et de contacts, disons, professionnels avec des réalisateurs. Tu parlais tout à l'heure de Olivier Deboire, c'est bien sûr l'un de ceux qu'on a vu le premier. Enfin, ben, il y en a beaucoup d'autres. Mais on n'a pas parlé à d'autres personnes que la moitié des 46 élus, puisque nous nous trouvons en campagne électorale. Il y a 46 élus auxquels nous avons écrit le 1er mars, premier jour de la campagne électorale, en leur disant, si vous voulez si vous voulez avoir des infos sur ces projets-là, convoquez-nous. Exactement la moitié nous a convoqués. Nous avons parlé avec des... alors, de quel décideur parles-tu? De ceux d'aujourd'hui ou de ceux de demain? C'est la grande question. Alors, on a parlé à des décideurs de toute façon, quels qu'ils soient. Et il faut dire que le projet a été accueilli a été globalement bien accueilli, mais je dirais, bien que nous soyons neutres, un petit peu mieux par l'opposition municipale que par l'équipe actuelle. Bon, ils ont besoin d'idées, donc voilà, c'est le moment. Nous n'avons pas nous-mêmes à... Hein? Non, ce qu'on peut ajouter, c'est que vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de la ZAC Bacherantenay. C'est une zone qui va évoluer et qui va être aménagée, faire l'objet finalement d'une opération d'urbanisation et d'aménagement comparable à toute proportion gardée avec celle de l'île de Nantes. De la même façon, au sud, il y a la zone des îles, entre Pierremille et Trentemoux, qui fera l'objet aussi d'aménagement. Donc on a rencontré Monsieur Savage, Franck Savage, de Nantes Métropole Aménagement. Qui va venir bientôt, ici, le 27 mai. Donc, oui, début juin, Franck Savage, directeur de Nantes Métropole Aménagement, va venir présenter ces voilà. Et donc, zones qu'il nous, aménage. C'était important de le voir parce que c'est lui qui sera le pilote, si on peut dire, au même titre que Jean-Luc Charles était le pilote à la Samoa pour l'île de Nantes. Donc c'est lui qui aura charge finalement avec un architecte urbaniste qui est en train d'être nommé, hein, de la même façon que Smets travaille en assistance de maîtrise d'ouvrage aux côtés de la Samoa. Eh bien, il y aura également une équipe spécialisée qui va travailler sur toute cette zone. Et c'était un peu pour faire connaître ces idées, cette vision, qu'on a éprouvé la nécessité de le rencontrer. Donc, c'est pas un décideur, mais ce sera un artisan.
important. Et donc le fait qu'ils connaissent qu'il y a des gens qui réfléchissent aussi à cette zone, les habitants de Chantenay aussi se préoccupent beaucoup de ce qu'on va faire sur tout le bord de Loire, le long de cette zone. Il y a beaucoup d'associations du patrimoine qui veulent intervenir aussi pour sauvegarder des espaces et faire vivre aussi le patrimoine nautique à ce niveau-là, à côté des chantiers de l'Éclin. Donc tout ça, on vous laisse inscrire dans la démarche, mais pour l'instant ça ne va pas plus loin, effectivement. Même les élus que l'on a rencontrés n'étaient pas très au courant encore. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans vous savez qu'il y a actuellement l'enquête sur le PLU, sur les modifications du plan local d'urbanisme, pour en faire un PLU métropolitain. Eh bien, il n'y a rien du tout sur cette zone-là. Ce qui nous a semblé un peu curieux, mais c'est peut-être parce que justement, aucun projet n'est encore très, très mûr pour au moins geler certains espaces ou prévenir ce qui va se passer. Merci. Oui, Henri Favre. Oui, Favre. Donc la cohérence de ce projet tient à deux éléments, le maintien de la zone d'évitage et le libre accès du bras de la Madeleine. Or, ces questions sont toujours en suspens et ne sont pas risquent de ne pas être les solutions retenues pour relier l'île à la rive nord du fleuve. Que deviendrait le projet si ces deux choses-là, une ou deux de ces choses-là n'étaient pas maintenues? Oui, j'ai lu ton excellent papier ce matin. Le maintien de la zone d'évitage est une possibilité, mais qui peut dire aujourd'hui ce qui va se passer entre le Grand Port Maritime et la ville de Nantes dans la réorganisation des autorités urbaines et portuaires. À mon avis, c'est quelque chose qui doit se discuter, où la ville de Nantes tient à conserver un rôle maritime, je ne dis pas jusqu'au bras de la Madeleine, parce que il est évident que nous, lorsqu'on a pensé croisière, nous on rêvait d'un bateau dans le bras de la Madeleine, mais on a vite déchanté. C'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ces projets d'architectes qui positionnaient un port d'escale de croisière directement sur la zone d'évitage. Moi, je ne peux pas, je peux tout simplement essayer d'informer ce qui se passe, mais actuellement, je n'ai pas la réponse. Oui, Yves, Robin. Oui, alors quand je vois ce projet qui est beau, je me demande s'il n'est pas là pour habiller le projet de pont transborder, si c'est pas pour l'accréditer, pour essayer de l'accréditer un peu plus dans l'esprit des gens, parce que c'est vrai que en créant toute une infrastructure autour du pont transborder, c'est vrai que ça l'enrichit, donc ça peut lui donner un crédit supplémentaire, parce que sinon on est au stade, comme disait Monsieur Favre. Les franchissements de Loire, c'était tellement prégnant ces jours-ci, ces dernières semaines, on se demande comment on peut concilier un projet comme ça avec tous les intérêts économiques de la ville actuellement. Oui, d'abord, il y a 2 ans que nous travaillons sur ce projet et on ne savait pas à ce moment-là que le pont transborder ne serait pas décidé avant 2014. Il est clair maintenant qu'aucune décision n'interviendra avant 2014 sur ce sujet. Maintenant, est-ce que ça peut pas être l'inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu
commencer à imaginer cela, et puis se dire, zut, le bateau arrive, et puis il découvre une ville terne qui n'a pas d'accroche, il ne tombe pas sur une carte postale qui est sur la carte postale qui l'a accrochée au moment où le croisiériste l'a invité à faire cette croisière. Et donc le pont transbordeur, effectivement, manque comme le nez au milieu de la figure. C'est l'impression qu'on a, mais c'est pas une fuite en avant vers un autre projet. D'ailleurs, quand on aura terminé, parce qu'il y a un moment où notre niveau de compétence sera atteint, et il n'est pas si loin que ça, nous sommes des agitateurs. D'incompétence, tu veux dire. et bien sûr, on peut imaginer qu'on travaillera sur d'autres sites aussi, sur le bras de Pierre-Mille, par exemple. Il y a des idées. Voilà, on peut leur faire confiance, ça foisonne. Il y a d'autres questions? Je signale que Paul Poirier vient d'arriver au moment où nous parlions du pont transborder. Donc, voilà. Non, ce qu'on peut ajouter simplement, c'est que les statuts de l'association comportent bien, ne s'intéressent pas qu'au pont transborder, mais traitent bien de la façade maritime de Nantes, de ce que l'on peut en faire. Donc l'objet de cette idée, de cette vision, colle parfaitement avec les objets de l'association. Bien, d'autres questions? Oui, Jean-Claude Charrier. Oui, le projet est tout à fait séduisant, intéressant. Moi, je voulais dire que dans cette ville, malgré tout, ce qui est un peu difficile à vivre quand on croit à certains projets, c'est la lenteur des processus de décision. C'est le sentiment que personne n'est capable de donner une réponse, qu'on ne sait pas finalement ce que pensent les gens qui sont aux responsabilités, comme si en définitive on avait un peu une éternité pour décider de quoi que ce soit. Moi je pense que quand il y a des opportunités, et bon, je suis content que Paul Poirier soit là, parce que bon, si le transborder on le fait pas à Nantes, il sera sans doute fait ailleurs, et je crois que c'est intéressant peut-être d'avoir une stimulation qui soit dans la compétition dans lequel concourent les villes. Récemment, la presse faisait l'écho de l'attractivité des différentes villes françaises. Bon, Nantes n'est quand même pas la ville super séduisante qu'on peut trouver. Donc, je crois qu'il faut essayer de mettre un petit peu quand même des éléments dans le panier pour qu'il y ait cette attractivité. Mais moi, je serais intéressé aussi de peut-être effectivement de savoir dans quelle autre ville, peut-être Paul peut répondre à cette question, dans quelles autres villes il y a actuellement des choses qui bougent. Merci. Est-ce que Paul veut répondre tout de suite? Bonsoir tout le monde. Excusez-moi d'être en retard. Là, j'étais bloqué sur une AG d'immeuble. Pour très précisément cette réflexion sur d'autres villes, on est en train de finaliser la préparation d'une conférence, un peu l'équivalent de la conférence qu'on avait eue au CCO, donc merci encore de cet accueil. Au CCO, il y a de ça un peu plus d'un an. À Marseille, donc, cette conférence aura lieu pour vos amis marseillais, dites-leur, le 7 mai prochain, donc dans 15 jours. Les jours passent à toute vitesse, on a encore beaucoup de travail avec Michel Virlejeu, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone à ce sujet, au théâtre de la Criée, donc sur le Vieux-Port. Pour Marseille, alors on va un peu se donner bonne conscience. Pour Marseille, vous voyez qu'ils sont en pleine année de la culture, Marseille 2013. Je les avais vus un tout petit peu tard pour glisser le projet dans les événements possibles de MPM 2013, de Marseille 2013, capitale européenne de la culture. Mais là, je lis la presse et je vois que par exemple Loïc Fauchil, qui est responsable de tout ce qui est développement hôtelier et touristique, disait on est un peu inquiet parce qu'au bout de 3-4 mois de démarrage, ça a démarré au début de l'année, on est déjà en avril, on n'a pas l'envolée de réservations hôtelières qu'on imaginait. Et je peux vous dire que ce que je leur proposais, parce que là-bas on leur proposait, je suis désolé, mais on leur proposait le point transborder gratuit, parce qu'on sait qu'on aura à peu près 1 million de visiteurs entre l'arrivée des croisiéristes et puis la bonne mer de l'autre côté, on est exactement sur le maillon manquant, et donc on savait qu'on pourrait amortir l'édifice
Donc voilà, ils avaient un ouvrage gratuit, et là on était certain d'un impact international pour Marseille 2013. Bon, donc on va leur proposer pour la suite. C'est pour vous dire que moi je confirme tout à fait ce que je viens d'entendre, dans le sens où on a un petit peu, je dirais, de retard, pour pas dire beaucoup, de retard à l'allumage sur des choses qui, à mon avis, sont essentielles pour la dynamisation de l'économie locale. Donc c'est le cas à Marseille, où là ça va se traduire certainement par un manque à gagner au niveau de l'impact en nuitées d'hôtel. Et vous savez que les nuitées d'hôtel derrière, c'est forcément un panier, c'est forcément de l'argent qui retombe sur l'économie locale. Donc aujourd'hui, bon, c'est vrai, j'ai un peu d'énervement parce que je ne comprends pas que c'est pas du fastuaire, c'est pas uniquement pour se faire plaisir, c'est pour créer de l'économie, c'est pour créer de l'emploi, c'est pour doper l'activité. Et effectivement, la grande question pour moi, c'est de savoir comment ça se fait que finalement ça prend tant de temps. Excusez-moi, mais c'est vraiment ma réaction à chaud. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, Jean, Neuilly. On peut donner une petite précision parce que la ville de Nantes, plutôt Nantes Métropole, vous le savez, a lancé une étude sur les franchissements. Cette étude a été confiée à des cabinets d'experts et le point de démarrage de l'étude est le 2 septembre 2011. La date finale, la date de reddition était donnée comme suit. Environ 14 mois d'études avec des redditions d'étapes, ce qui aurait dû nous mener à l'automne ou au plus tard, à la fin de l'année 2012. Nous sommes maintenant en 2013 et la plupart de nos interlocuteurs nous disent qu'on ne verra pas cette étude, alors il y a un garde-fou, il y a de 2 ans, c'est-à-dire qu'en septembre 2013, mais on peut très bien la garder pour soi, toutes les études ne sont pas publiées. Alors nous avions confiance dans cette objectivité de cette étude, de cette expertise, et là, il y a une partie de réponse qui est donnée à Paul Poirier. Oui, Jean Neuilly. Moi, je crois que les questions qui se posent sur qui fera quoi dans cette aventure, deux observations. La première, c'est que le projet, même si on peut discuter de détails, le projet me paraît extrêmement intéressant. Il a un énorme défaut. Ça veut dire qu'il sous-entend que, à un moment donné, les décideurs habilités doivent prendre des décisions graves. Et ils ne savent pas faire ça. Ils savent prendre des décisions sur des bordures de trottoir, pas sur des choses comme ça. Et ils ne sont pas armés pour ça. C'est un choc culturel. Enfin, moi qui ai pratiqué des élus pendant ma vie professionnelle, je peux vous dire que pour eux, c'est vraiment tout à fait autre chose que ce à quoi ils sont confrontés. Et l'une des difficultés de la prise de décision, j'accuse personne, c'est pas une accusation, c'est un simple constat. Là, il y a une espèce de... Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment... Alors là, je suis très partant pour ce genre de choses, même si on peut discuter des bordures de trottoir, comme je disais. Mais je ne sais pas qui sera suffisamment inconscient, je dis bien inconscient, pour pousser à la roue les élus dans cette décision. C'est très bien, moi tu sais Yves, je suis avec toi là-dessus, mais il faut qu'on se bouge. Alors peut-être qu'en écrivant à la Société Audubon aux États-Unis pour leur demander un soutien pour je sais pas faire du tralala machin, je sais pas, mais voilà. Peut-être qu'on pourrait leur faire croire que des caisses, c'est finalement des bordures de trottoir, d'une certaine manière. Hein. Je vais vous dire, moi, ce qui va se passer si, personnellement, je parle personnellement, au lendemain des élections municipales de la
des nouveaux décideurs. Si je vois un espoir quelconque à ce moment-là, ou si je n'en vois pas. Si je n'en vois pas, c'est-à-dire si je me retrouve dans la situation actuelle, je n'ai plus rien à faire dans cette affaire et je n'ai même plus grand-chose à faire au Conseil de développement. Je ne crois pas non plus à la possibilité de la société civile de faire entendre des idées aussi folles. Non, mais je redis ce que j'ai dit en ouverture, c'est-à-dire le Conseil est là pour donner de la résonance à des projets portés par les citoyens, les faire en sorte qu'ils soient rendus visibles et qu'ils trouvent des soutiens, y compris dans la société civile. Bon, après, la décision, elle est effectivement à d'autres niveaux. Et donc, on est une étape dans la présentation d'un projet, dans un projet comme ça. Après, le projet, vous l'avez construit avec une certaine globalité, bien sûr, intégrant le pont transborder, les croisières, le vernoscope, mais peut-être que dans le projet simplement de ZAC de Chantenay, il y a déjà des éléments qu'on peut essayer de faire inscrire, sans peut-être avoir l'ambition de tout faire en même temps. Enfin, Bien sûr, ce rêve, il dépasse une mandature, c'est bien évident. Alors, est-ce qu'il y a encore... Non? Oui, Paul, oui. Merci. Le choix de l'équipe d'architectes et urbanistes qui vont s'occuper de la ZAC du Bas-Chantenay. Hein. Et donc là, je sais que quasiment le nom est connu, que je peux pas le révéler, mais quasiment je sais qui ça va être. C'est une question de jour. Et la première chose qu'il faut faire, à mon avis, pour vous, c'est véritablement de voir cet architecte et de lui exposer le projet. Parce que c'est un petit peu le souci qu'on avait eu avec Marcel Smets pour l'aménagement de l'île de Nantes et le franchissement, c'est que quasiment, une fois qu'il a été nommé, à peu près 1 mois ou 2 mois après, il a découvert le projet. Et pour lui, je me mets à sa place, c'était très dur. Ceux qui s'imaginaient, voilà, qui serait un peu maître à bord, bien sûr, à répondre à une demande et à des décideurs et un décideur, mais qui serait chez lui. Et il a eu l'impression là que c'était vraiment phénoménal de pas avoir vu ce projet qui émanait de la société civile. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'effectivement aujourd'hui, et on le voit bien à Marseille, la question c'est de savoir si on est toujours dans la logique programmatique, c'est-à-dire que voilà, il y a les corps constitués qui, au fur et à mesure, élaborent un certain nombre de plans, de programmes, et puis qui les appliquent. Ou est-ce qu'on change de siècle? Est-ce qu'on est véritablement maintenant dans une approche qui est plus une approche plus fine, à l'écoute de ce qui se passe dans la société civile? Et ça, je sais que c'est un thème très très cher à toi, Philippe, sur ce sujet. Est-ce qu'on véritablement on change de culture ou pas? Et ça, c'est, je dirais aujourd'hui, même si on frémit un petit peu, c'est un test grandeur nature pour savoir si on va changer de culture ou non. Voilà, il y a une période électorale qui s'ouvre, donc peut-être on pourra vérifier si les candidats futurs sont bien dans cette logique de changer de siècle. Hein. Est-ce qu'il y a encore un commentaire ou un... Non, bah écoutez, on va finir notre séance ce soir. Je rappelle qu'il y en a une autre demain pour ceux qui s'intéressent aux questions énergétiques. Nous recevons l'association Virage Énergie qui vient nous présenter ses propositions dans le cadre de la transition énergétique. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.